Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la J'avais bonne fait heure. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon corps, je ne me sens pas très confortable. Mon dos est raide, ma nuque craque, mes reins me tiraillent, je suis fatiguée, je me sens faible, mes gestes sont approximatifs, j'ai des fourmis dans la main gauche. Je suis maladroite, trop pressée et trop lente, je ne marche pas droit, je vais, je viens, j'ai toujours oublié quelque chose, je ne suis pas d'aplomb, je suis pataude, mal coordonnée, décalée, en retard, grosse limace. Alors, je m'assois et je prends un livre. Le titre, c'est Kata, et c'est un livre de Céline Minard. Je suis au Japon, il y a très longtemps. Au bord d'un fleuve, perché sur une falaise, ma tête tutoie les nuages, mon regard plonge dans l'abîme. Avec mon sabre long et fin, je fais mes exercices de samouraï. Mes pieds s'ancrent dans le sol, je sens le poids de mon corps comme une force, mon dos est élastique et solide, je mesure mes pas, je règle mes mouvements, j'arme mon bras, je respire profondément et mes gestes s'enchaînent dans l'absolue perfection du texte de Céline Minard, Kata. Hajime no Sao Torei. J'étais déjà en place quand le machiniste s'élança pour tirer le rideau en courant. En place sur mes marques, à genoux, les fesses sur les talons, la paume des mains à plat sur les cuisses. Le dos droit, le regard sur l'horizon. Le sabre était couché devant moi. Son fourreau noir renvoyait la lumière dans la salle profonde comme une gorge. Le plateau s'était stabilisé. J'étais en place depuis une éternité quand je posais ma main gauche au sol devant le sabre, ma main droite de façon que mes index et mes pouces se touchent et forment un triangle quand je m'inclinais devant lui, sans perdre des yeux la ligne immobile de l'horizon jusqu'à ce que mes coudes effleurent la pointe de mes genoux. Depuis une éternité, en place et pour un instant, le temps de redresser mon buste et de ramener dans leur position initiale ma main droite sur ma cuisse droite, ma main gauche sur ma cuisse gauche. Pour l'exact accomplissement de mon heure qui me permettrait, parmi ces mouvements contradictoires, de porter le sabre à la ceinture et de l'en sortir, d'en user, le cas échéant, comme d'une mesure. Mae. Le singe était debout devant moi. À genoux sur un replat de la roche, j'écoutais le lever du soleil qui faisait craquer le bois dans mon dos et les pattes sèches des oiseaux parmi les graviers. La pierre qui supportait mon poids était plane et dure jusqu'à l'angle vertical qui plongeait directement dans la vallée. Le monstre, qui se croyait encore sous la protection de l'oubli des formes que la nuit dispense, se tenait sur ses orteils devant moi, craché par la sombre trachée des falaises, un bras dans la bouche.
Il avait passé des heures dans le dernier village, au pied de la montagne, à dispenser ses grâces aux hommes qu'il avait accueillis avec des cris de surprise, dont l'écho avait grimpé la roche sur des doigts de plus en plus rapides et des ongles cassés, avant de s'évanouir à mes oreilles. De ceux qui m'avaient refusé la veille au soir la paille du simple abri, il ne restait peut-être que ce bras maigre, détaché des passions de ce monde, dans la gueule du macaque plein de sang qui me faisait face. Ce membre absurde, quelques flaques, quelques filets de sang et sans doute, sous un plancher intact, une cassette de bois finement ornée au contenu dérisoire. Il se tenait à l'aplomb de la paroi qu'il venait de franchir, les muscles chauds, frémissants, les crocs plantés dans son morceau de viande, les narines palpitantes, un instant arrêté dans l'intégralité de son mouvement, surpris par ma simple présence. Il n'était pas menaçant. Ses yeux luisaient d'une excitation déclinante, sur le point de passer au compte des souvenirs. Il était repu. La fatigue commençait à l'atteindre. Mais, par habitude, et parce qu'il s'était trouvé face à moi sur le sommet qu'il cherchait à atteindre, mais que l'ascension lui cachait, debout et non plus accroché, pesant sur le plan brutalement inversé de la paroi, brièvement désorienté, il ne vit pas qu'il pouvait se détourner et choisit de dérouler un pas dans ma direction. Le sabre sortit du fourreau sans que j'eusse l'impression d'y porter la main. La coupe horizontale, appuyée par mon genou instantanément relevé, trancha son pied dans l'épaisseur et fit s'envoler dans la lumière du jour nouveau des esquifs de fourrure dans la vallée. La coupe verticale trancha son crâne et son visage en deux parties égales, dédoublant le sourire d'étonnement et les deux rangées de dents découvertes par le rictus de la mort qu'il avait eu le loisir d'observer au cours de la nuit et qu'il reprenait à son tour avec l'habileté caractéristique de son espèce. Une canine un peu faible se détacha sous le choc et vint rouler jusqu'au bord du gouffre où elle s'arrêta. J'entendis au travers du mince bouillonnement du sang versé le tintement de cette perle contre la pierre, comme dans une alcôve un collier brisé, suivi du sifflement de fouet de mon sabre essoré dans l'espace. Les dernières éclaboussures saluèrent avec moi l'éclat du jour que j'accueillis dans les formes, les pieds joints, les épaules tombées, les genoux fléchis, sabre au fourreau dans la ceinture. Sky Tea. La discussion s'était sensiblement tendue. Je venais de remettre le paquet à l'homme qui me faisait face et se tenait comme devant un miroir, un genou à terre, un genou levé. Il l'avait posé au sol devant lui, puis sur sa gauche en le faisant glisser, et un second lieutenant l'avait immédiatement ramassé et emporté dans la pièce adjacente, par la porte à laquelle je tournais le dos. J'aurais dû recevoir de sa main un paquet de dimensions légèrement inférieures, enveloppé dans un tissu au motif rouge et blanc, selon ce qui avait été convenu. Le second lieutenant aurait dû revenir par la porte qu'il venait de franchir dans un sens, les mains pleines à nouveau. Il aurait dû poser ce qui m'était destiné sur la gauche de l'homme qui me faisait face sans bouger, se relever et s'éclipser. Mais il y eut un petit choc. L'air s'épaissit dans la pièce. Une ligne de tension horizontale traversa l'espace à hauteur de ma poitrine, entre l'individu devant moi et la porte où s'avançait le second lieutenant. Je la sentais. Une ligne dure qui liait les armes des deux hommes, par la garde et par la pointe, en dépit de mon corps. Et celui qui se tenait face à moi porta la main à son côté. De mon sabre, je saisis la poignée et le fourreau en même temps et lui portais au plexus un coup à blanc qui l'empêcha. Je dégainai devant moi, tirant la lame sans l'ouvrir, et piquai derrière le bas-ventre du second lieutenant, en suivant la ligne qu'ils avaient désignée pour ma mort et qui serait la leur. Lâchant le fourreau,
Je joignis la main gauche à la main droite sur la poignée de mon sabre, tournai mon regard et ma lame d'un quart en le montant au-dessus de ma tête et l'abattis droit au front de mon adversaire qui relevait son buste avec difficulté. J'essorai vivement mon sabre sur l'horizontale et rengainai en recouvrant ma position initiale, genoux d'armes montés et ouverts. Puis je me levai, effectuant le mouvement posé que j'aurais dû faire en emportant le paquet qui m'était destiné, simplement, mais le corps du second lieutenant, agité de soubresauts, me défendit de faire les 2 pas de recul prévus par l'étiquette. Je passai donc en le contournant dans la pièce dont l'entrée m'avait été occultée, repris le paquet que j'avais apporté avec celui que j'aurais dû recevoir, et, sous les yeux d'un homme en chemise qui me regarda faire sans prononcer une parole, je me versai une tasse de thé, dont le parfum se développa comme le corps d'un dragon dans un ciel lessivé. Kesagiri. Par le col, la route n'était pas sûre. Par la rivière, si on trouvait un passeur ou une barque, on accomplissait le trajet en 2 fois moins de temps qu'il n'en fallait à pied à travers la forêt quand on ne s'y perdait pas. Ce qui était rare. Néanmoins, les gens de la région préféraient la voie de terre et ses méandres solides, et les ours, qu'on y croisait parfois, qu'un simple grelot suffisait à éloigner. Car la rivière était maudite et hantée. Qui la suivait engageait sa vie. Qui trouvait la barque était pour moitié déjà passé. Qui trouvait le passeur était assuré de débarquer mort. Le dernier corps qui s'était décidé à emprunter ce chemin, un fils de notable d'un courage sans faille, avait été repêché en ville, lacéré et bouffi, les yeux vides, dévoré. La rivière, à l'endroit où je la croisais, était large de 4 perches. Elle coulait sans remous apparent et abritait des carpes à longues moustaches, indolentes et dorées comme des poissons d'agrément. Son lit était couvert de mousse, parsemé de galets polis qui s'attachaient à faire varier son cours avec une élégante souplesse. Je marchais confortablement. Je passai un coude, un deuxième, et je vis arrimer au tronc d'un arbre par une corde de fer gainée de chanvre, une barque qui grinçait sur 2 piquets contre la berge. Son entrave barrait le passage. Quand je m'avançai sur elle, la barque tira sur son frein comme un cheval affolé. L'attache se tendit en claquant. Je sortis ma lame en tournant le fourreau de façon que le fil du sabre apparaisse à la terre, et ma première coupe ascendante trancha d'un coup le câble de chanvre et d'acier qui siffla et revint gifler l'espace, cependant que ma main gauche rejoignait ma main d'arme sur la poignée de mon sabre pour l'abattre en coupe oblique descendante dans la brèche qu'il venait d'ouvrir et sectionner par le travers le corps de la mare. Une scolopendre démesurée chargée d'un sérum visqueux. Je reculai d'un pas garde haute, en regardant les pattes des 2 segments de l'animal battre frénétiquement l'air comme pour s'enfuir. Quand il eut terminé, je joignis les pieds, secouai devant moi la boue verdâtre qui lui servait de sang et rengainai. La barque se défit elle-même du reste de liens morts. J'atteignis la ville dans la matinée sans encombre. Sanpogiri. Pour rejoindre le village, il fallait emprunter un pont de bois qui franchissait les 3 toises de la rivière par-dessus un puits naturel dont personne n'était parvenu à sonder le fond, lieu de frais pour les truites et habitat des démons. Le pont lui-même, juste assez large pour un cavalier, était connu comme une passe peu recommandable entre le crépuscule et l'aurore. La lune était pleine et le village sur mon chemin. Quand je pris pied sur le pont,
Mes sandales firent craquer le bois comme un plancher de palais impérial, et tous les gardes semblèrent s'éveiller. Les grenouilles se turent brutalement et plongèrent. Une corneille hurla. Le renard qui me suivait depuis quelques lieues se posta contre un buisson et prit le parti d'observer. Du brigand qui m'attendait à l'autre extrémité des planches, je ne perçus qu'un furtif reflet dans l'eau quand il se coula de son affût sur la berge à la tête du pont qu'il pensait me couper. Ensuite, la courbure de l'ouvrage le cacha à mes yeux jusqu'à ce que j'en ai parcouru les premiers tiers. Je marchais avec précaution afin que le craquement du bois ne me masque aucune information, lentement. Les grenouilles n'avaient pas repris leur chant. Tout était très calme et j'avançais en tenant mon ennemi immobile dans mon regard, à pas comptés et fondus. Il avait relevé la tête et me fixait par-dessous le bord de son vaste chapeau, genoux fléchis, épaules tombées, bras relâchés le long du corps. Il ne montrait aucune velléité. À 4 pas de lui, je tirai insensiblement mon sabre d'un mouvement liquide, continu et frontal, prolongeant mon avancée, mais à l'instant où la pointe allait sortir du fourreau, il y eut un vacarme déchirant à mes pieds. Le pont sembla se rétracter, s'aplanir, l'eau gonfla et gronda et subitement à ma droite, un tentacule rose et blanc, haut comme 3 hommes, dont je vis les ventouses dilatées et miroitantes, surgit et plongea dans ma direction. Immédiatement, ma trajectoire fut rectifiée. Mon pied droit se lança à son encontre et je tranchai ce bras. Sans m'arrêter, joignant les 2 mains sur la poignée de mon sabre, je pivotai sur la gauche, où l'eau giclait vers le ciel et coupait devant moi une seconde manifestation de poulpe, ruisselante et crispée. Elle rebondit sur les planches en éclaboussant le bas de mon vêtement. Je fis un quart de tour en relevant mon sabre et fis face à nouveau à la tête du pont vibrant et à mon ennemi humain aux yeux écarquillés. Alors qu'il rompait d'un pas sauté, j'abattis mon arme face à lui et j'écorniflai son chapeau qui roula au sol. Puis je fis à mon tour un pas en arrière, garde haute, sabre brandi, coudes écartés. Il recula sans me lâcher des yeux, ni le pompard devers moi, et d'un coup en sautant, il fit un demi-tour d'acrobate et s'enfuit en courant. Je coupai l'air derrière lui et rengainai, lentement, prêtant l'oreille aux dernières vibrations des planches sous mes pieds. Lorsque je touchai la rive, le renard lança un cri bref à ma suite. Sous la lune attentive, je décidai de lui abandonner le tentacule et ramasser le chapeau pour mon compte. C'était Kata de Céline Minard, un texte publié aux éditions Rivage. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.